C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors François Bayrou à la recherche de l'équation, faut-il rajouter impossible? Le nouveau Premier ministre consulte encore et toujours et tente cette fois-ci de faire entrer au gouvernement les censeurs de Michel Barnier, PS écologiste, qui ne semble pas y croire. Et il tente aussi de rattraper par les cheveux les républicains qui se voient mal gouverner avec la gauche et vice-versa. Comment va-t-il se sortir de ce nœud gordien ? On en parle avec nos invités. Alors, là, pour l'instant, sur le plateau, il y a donc Jean-Marie et Stéphane Vernet, directeurs de la rédaction parisienne de Ouest France. Bonsoir à vous. Et nous attendons Bruno Jeudi qui arrive. Alors, début difficile pour François Bayrou, qui a commencé par ce qui est considéré par beaucoup comme un faux pas. C'est-à-dire qu'à l'heure où Paris était en pleine crise sur Mayotte, eh bien François Bayrou était à Pau pour un conseil municipal. Voici sa réponse aux attaques, notamment de la France insoumise. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Voilà, donc je salue Bruno Jeudi, donc directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour à vous. Bonjour. Donc Jean-Marie, est-ce que c'est une première maladresse ou c'est une mauvaise querelle qui lui est faite? C'est un début un peu difficile et surprenant parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience. Et donc on s'attendait sans doute à ce qu'il affiche un degré de préparation plus grand que cette sorte d'improvisation, d'hésitation où il a paru sembler minimiser un petit peu la gravité de ce qui s'était passé à Mayotte. Mais en même temps, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'espèce d'hystérie collective qui s'est emparée du sujet, avec une hâte à le clouer au pilori qui est vertigineuse. Et alors qu'il s'agit des apparences. Et on aurait pu faire le procès du gouvernement et du Premier ministre si l'État avait été absent. Mais l'État était fortement représenté sur place avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Outre-mer, une délégation forte qui fait que l'État n'avait en rien négligé ce qu'il avait à faire. Et donc après que le Premier ministre se rajoute ou que le Président arrive plus tard, ce qui est logique, vous voyez, ouais. Mais là tout d'un coup... enfin, on va pouvoir... toujours sur les apparences en plus, ouais. Parce que, encore une fois, le fond, l'État était présent par celui qui était l'homme fort du gouvernement précédent. Donc on ne peut pas dire que l'État ait été absent et que le Premier ministre n'ait pas pris de décision dans ce sens. Cela dit, il restera l'image de quelqu'un qui a un peu hésité, qui s'est défendu un peu maladroitement, qui a semblé oublier que Mayotte était un territoire français. Voilà, donc c'est ça. Mais je pense que ce sera vite oublié parce qu'il y a d'autres échéances pour lui qui sont plus importantes. C'est vrai. Vous partagez l'aménité de Jean-Marie en quelque sorte? Non. Enfin, oui et non. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, la France est un grand pays. C'est un État fort, hyper structuré, avec des grands professionnels. Donc, en termes de continuité de l'État, de secours, d'assistance à Mayotte, les services de sécurité, de santé, tout le monde est mobilisé. Les gens savent très bien ce qu'ils ont à faire et ils savent le faire bien. Et ils n'ont pas besoin, effectivement, que le Premier ministre soit sur place pour faire ou pas faire. Mais quand une nation entière est confrontée à un drame pareil, la première des responsabilités, le premier devoir de ceux qui nous dirigent, que ce soit le président, le Premier ministre, et pas que les ministres, c'est de montrer qu'ils sont solidaires, mobilisés, attentionnés et qui suivent les choses avec une très grande attention. Et donc je pense que François Bayrou, dans la séquence, il commet une faute impardonnable. Je suis désolé, mais le fait d'aller présider le conseil municipal de Pau, alors qu'on est face à une catastrophe climatique humanitaire sans équivalent, sans précédent dans l'histoire de ce pays sur les 50 dernières années, c'est une erreur. Et je trouve que le contraste est très fort avec le président de la République. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, il devait participer au Conseil européen.
Oui. Et en fait, il sèche le Conseil européen pour aller à Mayotte. Alors, il faut préciser que quand François Bayrou, lui, est allé au conseil municipal de Pau, plutôt que de s'occuper et de rester mobilisé sur Mayotte. Parenthèse, quand l'un ou l'autre est empêché, soit le chancelier allemand, soit le président français, ils se remplacent mutuellement. Donc Macron dit qu'il est absent, et donc c'est aussitôt le chancelier Scholz qui parle. Mais c'est pas la question. Enfin, c'est un peu la question, parce que Bayrou, là où il est irremplaçable. La question, c'est une question de symbolique, et c'est de donner en fait, c'est de donner l'assurance aux Françaises et aux Français qu'il y a une mobilisation au sommet de l'État par rapport à ce qui est un drame sans équivalent. Et je trouve que là-dessus, honnêtement, j'ai vraiment pas compris l'attitude de François Bayrou. Et là où je partage votre point de vue, Jean-Marie, c'est que quelqu'un qui s'est préparé pendant des années à exercer les plus hautes fonctions, soit être Premier ministre, soit être président de la République, il a brigué la fonction à 3 reprises, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit particulièrement préparé. Et le spectacle qu'il donne depuis qu'il a été nommé Premier ministre, c'est celui de quelqu'un qui n'est pas préparé du tout. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a un côté dilettante qui est en décalage complet avec ce qu'on était en droit d'attendre de lui. Bruno, c'était décalé cette petite virée sur le cumul des mandats Moi, je ne reprendrai pas le mot de dilettante, il me paraît quand même excessif. En revanche, c'est vrai... C'est l'image qui donne de lui. Oui, enfin, je trouve que c'est un peu sévère comme expression. Cela étant, je suis d'accord que c'est difficile, les Français peuvent difficilement comprendre sa présence à Pau et non pas son absence à Mayotte, parce que c'est vrai que je pense que la présence du Premier ministre à Mayotte lundi ou mardi, ça ne change rien à la situation de Mayotte, et le ministre de l'Intérieur y était accompagné du ministre des Missionnaires des Outre-mer. Je pense que c'était largement suffisant pour la première coordination sur place des secours, des urgences, des questions de sécurité, d'approvisionnement en eau. Je pense que sa présence n'était pas utile. En revanche, c'est l'effet que ça renvoie. L'effet que ça renvoie, c'est quand même une erreur politique. En plus, c'est doublement une erreur parce qu'il dessert. L'argument qu'il avance, c'est le cumul des mandats. Lui, il veut revenir sur cette question. Et je trouve qu'il dessert sa propre cause parce que c'est pas le moment de poser la question du cumul des mandats. Là, pour le coup, il dessert sa propre cause doublement. D'abord en allant à Pau plutôt que d'être dans la cellule de crise. Et deuxièmement, en voulant servir comme argument la question du cumul des mandats, qui pour moi est une vraie réflexion à avoir, parce que ces dernières années, on ne peut pas dire que les élus nationaux aient montré beaucoup de connexion avec ce qui se passe sur le terrain. Donc mais c'est un débat qu'il faut mener à un autre moment, pas maintenant. Après... Bon, moi je crois quand même que même si Bayrou s'est préparé au pouvoir, ce pouvoir-là, dans la situation où il arrive, après une nomination quand même, je ne sais pas si c'est du burlesque ou si c'est du cauchemardesque, mais là pour le coup, franchement du côté d'Emmanuel Macron, on a quand même du mal à comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que le lundi, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé pour Bayrou. Match nul, la balle au centre, en espérant que ça redémarre mieux dès aujourd'hui avec la réunion et les chefs de parti, son intervention télé ce soir et son gouvernement probablement dimanche. Oui, parce que ce que disait Michel Barnier, c'est je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre. Ah, lui, il s'est roulé par terre. Mais lui, apparemment, s'est roulé par terre. Ah oui, il s'est roulé par terre. Il a fait changer d'avis Emmanuel Macron, qui au dernier moment ne voulait plus le nommer. Ah non, mais c'est Racontez-nous. C'est même... Alors bon, il se trouve que la Tribune Blanche en a vu François Bayrou vous avez fait une interview, nomination. Effectivement, il a voulu ce poste et Emmanuel Macron lui a dit qu'il ne le nommerait pas et il a fait changer d'avis Emmanuel Macron. C'est certain, ça s'est passé comme ça. C'est pas la première fois. Dominique de Villepin, en 2005, a fait la même chose avec Jacques Chirac qui voulait nommer Michel Alliot-Marie. Ça, c'est pour les archéologues de la politique, mais ça a déjà existé. Ce qui est plus étonnant cette fois-ci, c'est qu'Emmanuel Macron a cru que ça pouvait passer. C'est-à-dire que ça montre le peu d'expérience politique ou la surestimation qu'il fait de lui, Emmanuel Macron, pensant que faire venir publiquement François Bayrou dans son bureau le vendredi matin, lui expliquer qu'il allait repartir en disant partout, c'est pas moi, c'est Sébastien Lecornu. Objectivement. Mais il lui avait proposé à un moment ou un autre. Il a eu. C'est hallucinant qu'il ait pu imaginer ça une seconde. François Bayrou, son caractère, tout le monde le connaît ici, son caractère, son envie de revanche après il n'a pas pu être Premier ministre avant. Le fait qu'une semaine plus tôt, François Bayrou était quasiment nommé. Oui. Une semaine plus tôt. Et puis le vendredi plutôt. Mais qu'est-ce qui a fait changer Emmanuel Macron d'avis ?
En fait, c'est Ce ça. qui a fait changer, c'est que François Bayrou lui a promis de sortir de la coalition du socle commun. Oui, mais il y a bien un moment où Emmanuel Macron a promis. Ah, ce qui a fait changer. Oui. Ah, mais je pense que Emmanuel Macron a compris qu'au bout d'1h45 de discussion, que ce serait très difficile. Il lui dit je réfléchis, je te reviens. Et entre-temps, François Bayrou est passé chez Richard Ferrand et François Bayrou a changé d'avis. Oui, Emmanuel Macron a changé d'avis. Oui, quand même. Il le rappelle pour lui dire c'est vous qui allez être Premier ministre. Quand même, quand on dit qu'Emmanuel Macron était un piètre DRH, c'est un peu. Mais sauf que là, je pense que l'erreur d'analyse d'Emmanuel Macron, c'est de considérer qu'il va avoir encore un nouveau collaborateur, quelqu'un qui lui sera dévoué ou qui sera en phase complètement avec lui. Et choisir François Bayrou, c'est choisir autre chose. C'est une autre histoire, c'est une autre façon de voir la société française. C'est beaucoup de choses qui tendront à tirer l'équipage vers la cohabitation. Une cohabitation soft, évidemment, mais c'est cela sans doute que voulait éviter Emmanuel Macron. Déjà, on voit sur le dossier des retraites. On voit déjà sur le dossier des retraites. Le résultat de l'après-midi, là, c'est qu'il a proposé au parti, qui était dans son bureau... de discuter des retraites jusqu'à septembre. De discuter des retraites jusqu'au mois de septembre, de reprendre, non pas suspendre, selon les mots de Matignon, mais de reprendre la réforme des retraites votée l'année dernière pour en discuter. Qu'est-ce qu'il en fera? On verra. Mais enfin, c'est déjà... Emmanuel Macron ne voulait pas de ça. Alors, Stéphane, là, on voit bien que cet après-midi, François Bayrou a reçu le Parti socialiste, les présidents de groupe de l'Assemblée, les présidents des deux assemblées. Voilà. Et apparemment, rien ne semble avoir bougé. Les Républicains disent il faut de la responsabilité et demandent aux autres partis de ne pas censurer. En revanche, le PS et les écologistes refusent visiblement de gouverner avec François Bayrou. Donc là, est-ce qu'on est... Si, ça a évolué, Roselyne. Je crois que là... ça a évolué dans le sens où ils sont toujours sur l'idée de ne pas participer. Ah bah oui. Mais le PS ne veut pas censurer. Donc, et sur les retraites, là, de toute façon, visiblement, la réunion était basée sur... Est-ce qu'ils veulent participer au gouvernement? C'est ce que disent tous les... Mais bon, peut-être que vous savez mieux. En tous les cas, c'était plus subtil que ça, ce qu'il a dit. D'accord. Bon. Écoutez, en tout cas, allez-y. Bruno était caché derrière le rideau. Non, mais l'objet de la discussion, ils étaient une trentaine autour de la table. Donc, il y avait tout le monde, sauf le RN, sauf la France Insoumise et sauf les ciotistes. L'idée, c'était que dans la lettre que fait François Bayrou la veille, en disant « Venez me voir demain à 14h à Matignon », c'est de dire « Je vais vous expliquer ma vision des choses et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble ». En gros, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, l'intention, c'est quoi? C'est qu'il leur fasse la leçon, qu'il leur dise « Voilà, la situation du pays, on est dans une situation dramatique, il faut faire preuve d'esprit de responsabilité, il faut qu'on gouverne ensemble ». Donc, il fait une proposition en disant « Si vous voulez entrer au gouvernement, ma porte est ouverte ». Ce qui se joue en face, chez d'autres, alors il y a la question se pose pour les Républicains, mais ça on en rediscutera. On y retourne, on n'y retourne pas. François Bayrou, c'est pas Michel Barnier. Si la gauche y est-ce que les Républicains y vont, etc. Mais du côté de la gauche, la question est plus de savoir s'il s'agit de participer ou pas au gouvernement. La question de savoir s'il y aura accord ou pas de non-censure. Et c'est ce qui est sur la table depuis un petit moment. N'empêche qu'il y a des bougées, il y a des évolutions. On est passé, moi je trouve qu'il y a une ouverture. Le choix, je vais faire simple, mais le choix de François Bayrou, c'est un mi-chemin, c'est un retour. C'est-à-dire que l'ouverture à droite, c'est terminé. Michel Barnier, c'est passé. Il n'y a pas d'ouverture à gauche, contrairement à ce qui était demandé. C'est balle au centre. Mais c'est quand même un décalage ou un déplacement vers la gauche. Oui. Pour moi, la seule situation qui aurait permis de débloquer les choses et d'avancer, c'était que Emmanuel Macron accepte de nommer un Premier ministre qui soit accepté et identifié comme étant de gauche ou compatible avec la gauche. Et là, il y avait peut-être moyen de construire un gouvernement qui ressemble à une vraie coalition plus large, à condition de faire beaucoup de concessions au LR pour qu'ils acceptent de rentrer au gouvernement. Là, le risque, c'est de vous retrouver avec un gouvernement qui, en fait, soit hyper resserré. C'est ce qu'avait demandé Emmanuel Macron, mais resserré par la force des choses. François Bayrou disait « je veux un tiers à gauche, un tiers à droite, un tiers au centre ». Le risque, c'est d'avoir un gouvernement finalement dimanche ou peut-être quelques jours après qui soit un tiers Modem, un tiers Renaissance, un tiers Horizon et 100% macroniste. Oui, donc on en revient un peu... on en revient à la situation hantée, excepté qu'il y aura un accord de non-censure. Pas tout à fait. Moi, je pense que ce qui change fondamentalement, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même
il y a quand même je pense qu'il y a un choc de la censure, un Ouais. trauma. Il y a un certain nombre de choses qui devaient être purgées. Elles ont été purgées avec la chute du gouvernement Barnier. Michel Barnier a servi de victime Ouais. expiatoire. Vous remettez les compteurs à zéro, il y a moyen de refaire quelque chose. La question, c'est est-ce que vous faites un gouvernement de coalition, vous montez une espèce de plateforme commune, à minima, vous arrivez à Ouais. vous entendre et vous gouvernez ensemble, ou alors vous faites juste un gouvernement qui, de facto, sera un gouvernement technique, même s'il n'est pas composé de gens issus de la société civile et qu'il est confié à des politiques, mais en gros, au socle commun, en faisant en sorte qu'il ait la possibilité d'adopter un budget, de réformer, d'introduire une dose de proportionnel, Mhm. de faire une réforme sur les prochaines législatives, et en fait un gouvernement qui a une durée de vie Ouais. limitée, qui tiendra 6 mois, et qui sera remis en cause à l'automne prochain, Mhm. après une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, et peut-être Ouais. de nouvelles Ça, c'est un législatives. scénario. Mais moi, je Euh, pense que c'est vers ça qu'on s'achemine, avec un budget qui finalement permettra de remettre les choses, de rassurer un peu tout le monde, de remettre le pays sur les rails, mais qui sera de facto, à mon avis, un budget beaucoup moins ambitieux en termes d'économie et d'efforts demandés à la nation. On sera plus sur 60 milliards, et je pense que ce sera quelque chose de moins ambitieux, qui pourra faire synthèse. Et hop, et on tient comme ça jusqu'à l'automne prochain, quoi. Bruno, c'est ce scénario-là qu'évoque Stéphane qui vous paraît probable? Je ne vais pas reprendre tous les éléments. Et oui, il y a des choses qui vont dans ce sens-là. D'abord, François Bayrou, ce qu'il va proposer, en tous les cas ce soir, c'est plutôt ce qu'il appelle 3 cercles de participation. Il y a la participation au gouvernement directement, avec des ministres. Il sait que la gauche dira probablement non. Mais il l'a quand même proposé, j'imagine. Il l'a proposé à tout le monde. Oui. Et il pense que les LR viendront, in fine, en tous les cas, les ministres... S'il garde Retailleau. Oui, mais Bruno Retailleau a très envie d'être dans le gouvernement, je peux vous le dire. Il y a aussi un peu, j'allais dire... ça fait partie d'une pseudo-négociation, mais ça paraît quand même plus qu'acquis. C'est plutôt le Wauquiez qui voudrait lui en sortir. Je ne suis pas sûr que Annie Genevard et Bruno Retailleau soient sur la même longueur d'onde. Et François Bayrou le sait. La deuxième chose, c'est plutôt une participation sous forme, non pas au gouvernement, mais d'associations, c'est-à-dire ce qu'il va appeler des missions parlementaires, des choses faites par l'extérieur qui nourriront ce gouvernement. Ça peut être des missions confiées à des personnalités de gauche, par exemple, sur des sujets précis qui évitent d'avoir des ministères et donc on associe le Parlement. Et puis le troisième cercle de participation, c'est celui de se contenter de ne pas censurer, ce qui peut être le cas de certaines formations de gauche. C'est ça un peu le canevas que veut dessiner François Bayrou dans ce cadre des partis hors LFI et qui veut, lui, la destitution d'Emmanuel Macron et ne veut pas entendre parler du gouvernement Bayrou, et Marine Le Pen qui, tout en épargnant Bayrou, le censurera dès que la situation se présentera, c'est-à-dire autour du 31 mars, on va dire. Ce qui laisse peu de temps à François Bayrou. C'est ça qui se dessine. À lui maintenant de réaliser ce que tous ses prédécesseurs sous Emmanuel Macron n'ont pas réussi, c'est-à-dire faire un gouvernement resserré, on va dire entre 25 et 30 ministres. On l'a entendu, ça. Puisque la moyenne des ministres des gouvernements Macron, c'est 40. Donc 30, 25 à 30, ce serait déjà pas mal. Et croyez-moi, ça fait quand même quelques personnes à faire sortir. Si vous voulez faire rentrer des nouveaux, ça fait au moins la moitié à faire sortir. Or, ils veulent tous rester. Donc voilà. Bon, il y a ce mécano à monter pour François Bayrou. Et après, je pense qu'en mettant sur la table les retraites, la proportionnelle, qui est sa carte majeure, ça peut lui permettre de tenir 9 mois. Ce qui, en gros, est l'horizon qu'il dessine. Vous disiez 6 mois. C'est l'horizon qu'il se dessine avec son débat sur les retraites. Jusqu'à l'automne prochain, Jean-Marie, ce qui est décrit là, c'est donc le bloc central, et ce sont donc les acteurs du Front républicain. Oui, enfin, dans la réunion de cet après-midi, c'était presque les acteurs du Front républicain. Il manquait évidemment LFI, parce que LFI était dans le Front républicain et n'a pas participé à cette réunion. Ce qui est frappant, c'est que on est devant la même problématique que Michel Barnier, c'est-à-dire on a toujours une assemblée éclatée, on a toujours une assemblée sans majorité, mais dont les acteurs se comportent comme si chacun était majoritaire. Et donc chacun pose ses conditions, ou prétend poser ses conditions. En disant, la gauche dit, si c'est pas ça, je ne viens pas. Bruno Retailleau dit, attention, si je n'ai pas satisfaction sur ceci ou cela, je ne viens pas. Ainsi de suite. Donc c'est quand même une tâche très difficile que celle du Premier ministre. Parce que, encore une fois, chacun est à la fois dans son ego. Donc chacun, encore une fois,
accrédite ou veut accréditer l'idée qu'ils sont majoritaires. Personne n'a gagné, donc tout le monde dit j'ai gagné. Le meilleur exemple étant LFI. Le débat n'est même plus là. Mais quand si, même. le débat est là parce qu'ils mettent ça en avant pour bloquer le jeu, de fait. Et donc, la difficulté là est extrême. Ouais. Parce que comment on contourne ça? D'autant que chacun a une arrière-pensée. Enfin, l'arrière-pensée évidente, c'est les extrêmes qui veulent une présidentielle. Quand Marine Le Pen dit Emmanuel Macron, c'est fini, je veux dire, c'est la même position que Jean-Luc Mélenchon. C'est moins explicite en disant je cherche pas sa destitution, mais ça revient au même. Et d'autres qui sont sur un calendrier plus resserré, qui sont sur un calendrier 2027, et d'autres qui sont sur un calendrier encore plus proche, qui est celui d'une nouvelle dissolution, dès lors qu'elle sera rendue possible par le calendrier. Donc ça paraît comme ça insoluble, sauf à avoir une vision à minima de ce qui peut être fait. Et cette vision à minima, elle est totalement en contradiction avec les besoins du pays. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'à la fois sur le front extérieur, il y a des enjeux majeurs, stratégiques, majeurs, des décisions très lourdes qui vont engager l'avenir de la France pour longtemps avec la disruption que va opérer Donald Trump dans les alliances et ainsi de suite. Vous avez aussi des problèmes sociaux qui arrivent à vitesse grand V, parce que l'économie a ralenti et parce que reviennent les plans de restructuration, les plans sociaux, etc. Et vous avez une société qui est toujours un petit peu à cran et sollicitée en permanence par une classe politique qui est décidément déraisonnable. Est-ce qu'ils parlent les uns et les autres du fond? Non, à aucun moment. Donc c'est ça qui est absolument dramatique et qui va continuer de nourrir la distance qu'il y a entre les politiques et les Français. Donc voilà. Chacun revient en quelque sorte avec ses vieilles lignes rouges. Et y a-t-il là assaut de mauvaise volonté? Écoutez en tout cas Boris Vallaud, le chef des socialistes à l'Assemblée nationale, à propos de Bruno Retailleau d'ailleurs. Je ne veux pas de cette politique qui est une politique qui n'est pas utile à la vie des Français. Donc, et qui est un grand mensonge qu'il aurait fait. Ça ne serait pas un bon signe. Est-ce que vous censurez? Mais ça ne serait pas un bon signe et j'espère que le Premier ministre va l'entendre. Voilà, j'espère que le Premier ministre va l'entendre. Voilà, Bruno, vous disiez tout à l'heure, Bruno Retailleau veut rester. Pour la droite, c'est aussi une des conditions, excepté pour Wauquiez. Mais visiblement, c'est là une pierre d'achoppement pour... Vous disiez vous-même, Roselyne, les hommes politiques à responsabilité ont tendance à poser des lignes rouges et ensuite à s'enfermer avec ces lignes rouges. Alors, ils ont le Parti socialiste qui a besoin de montrer aussi à la partie de ses adhérents et de ses élus qui se sent plus proche d'une ligne vers les Insoumis qu'une ligne vers François Hollande, que montrer que la ligne rouge chez Bruno Retailleau, ça permet de se relégitimer de ce côté-là. Et puis le même Boris Vallaud, c'est quand même le premier qui a lancé l'idée du pacte de non-censure, parce qu'il sait aussi qu'il y a à peu près la moitié du Parti socialiste, une grande partie des sympathisants socialistes, nous disent les sondages, qui n'ont pas aimé que le Parti socialiste censure le gouvernement de Michel Barnier. Ils sont bien embarrassés, les élus socialistes, quand ils vont sur le terrain, notamment les élus locaux, qui ne reconnaissent plus trop leur parti social-démocrate de gouvernement sérieux, et qui se disent on est embarqué dans une surenchère avec Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, Boris Vallaud, c'est vraiment le fils de François Hollande par moment. Il est capable de tenir toutes les assiettes. Et donc, suivant le média où il parle, le moment, il va... Vous disiez ça de Marine Tondelier la semaine dernière aussi. Mais il y a un peu de ça chez ces leaders du NFP hors insoumis. C'est-à-dire ne pas trop déplaire par moment à Jean-Luc Mélenchon, puis par moment prendre ses distances. On a du mal un peu à les suivre. C'est un petit peu compliqué. Il ne comprend plus rien. Boris Vallaud, c'est en plus probablement celui qui a le premier mis le pied dans la porte d'un pacte de non-censure. C'est lui qui l'a inventé, l'expression. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, évidemment, Retailleau, c'est immédiatement le chiffre rouge. Il oublie simplement... dont tout le monde sait qu'il va rester au gouvernement. Dont tout le monde sait qu'il va rester. Et il oublie quand même deux choses. Un, que le sujet immigration, n'en déplaise aux socialistes, reste quand même un sujet qui est très, très sensible dans la société française. Et qui revient, pas seulement à droite. Qui revient avec Mayotte. Et puis, deuxièmement, que Bruno Retailleau, c'est sans doute la démonstration du premier point, que Bruno Retailleau, c'est peut-être l'un des seuls qui, sur ces 3 derniers mois, a fait une vraie percée médiatique au point de devenir quand même un homme politique connu, reconnu et de plus en plus populaire. Stéphane, on a besoin de vos éclairages là. Donc, si il y a ce pacte de non-censure, il faut forcément avoir des gages. Alors, Bruno le disait,
les retraites, et la proportionnelle, ce qui peut plaire aux socialistes, bien évidemment, si en plus ils rompent avec la France insoumise. Mais est-ce qu'on n'est pas contraint, là, en quelque sorte, à une forme d'immobilisme pour les uns et les autres, de se retrouver encore avec un gouvernement de droite, de centre-droit? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points. La proportionnelle, ça fait partie des choses qui pourraient faire consensus. Tout le monde est à peu près d'accord pour changer le mode de scrutin, sauf les LR. Les Républicains veulent pas. Bon, mais là, il y a peut-être moyen de changer, de faire évoluer, de faire bouger les choses et de donner cette condition d'intégrer le fait que le RN change de point de vue. Le RN qui était pour la proportionnelle avant et qui maintenant l'est de moins en moins. Ils sont pour un scrutin, pour un scrutin avec une majoritaire. Oui. Donc ça revient à un scrutin majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est en position de force aujourd'hui. Donc non, mais en fait, vous allez voir, il y a plusieurs sujets pour la gratter. Il y a la proportionnelle. Vous avez la réforme des retraites, qui est un gros sujet. Donc, le fait de remettre les retraites sur le métier sous une forme ou une autre, c'est quelque chose qui peut permettre de créer des liens, des passerelles, faire consensus. Il y a la problématique des impôts. On n'a pas du tout évoqué ça. Mais on les augmente pas. Est-ce qu'il faut taxer les dividendes, les superdividendes, taxer les ménages les plus fortunés, comme le proposait Michel Barnier, même si c'est de manière temporaire ou pas. Donc là, il y a un certain nombre de points d'équilibre à trouver. Et puis la dernière chose, c'est la question de l'immigration, qui est un chiffon rouge, qui est quelque chose que la gauche, par principe, refuse. Voilà. Après, sur chacune de ces lignes, qui peuvent fâcher, tout dépend ce que vous en faites. C'est ça la question. Parce que la proportionnelle, il y a plusieurs types de proportionnelles. Oui. Donc, et c'est pas du tout le même résultat. Le diable se loge dans les détails. Exactement. Sur les retraites, qui est un sujet qui fâche énormément, je vous rappelle que Michel Barnier, première chose qu'il a fait quand il est devenu Premier ministre, il a dit on va en rediscuter, on va mettre tout ça à plat, voilà. Je trouve que... il le fait de manière plus franche quand même, François Bayrou. Barnier, quand même, dans son 20h, il est un peu... Alors, c'était très flou, c'est resté très flou pendant 2 mois. Ça faisait pas une grosse ouverture quand même. Mais encore une fois, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une ouverture, il y a... Voilà. Donc, et donc tout ça, toute la problématique, c'est d'identifier les choses que vous devez absolument traiter. Et ce que vous pourrez éventuellement mettre sur la table dans une logique de co-construction, de collaboration. Je pense que la clé, c'est que vous pouvez créer quelque chose qui tienne la route un temps si vous arrivez à mettre tout le monde d'accord sur l'idée qu'il y a un nombre limité d'objets qui va être traité par le gouvernement. Beaucoup de signes. Et que ce gouvernement ne traitera que les objets définis et prendra le temps de les traiter les uns après les autres dans un temps donné. Et puis vous pouvez créer quelque chose qui permet de continuer à avancer, peut-être à minima. Encore une fois, moi je pense que ça ne peut se faire que sur un temps donné et limité, et qu'il faudra bien repasser à un moment par une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, renvoyer les électeurs et les électrices aux urnes en espérant qu'on arrivera à faire sortir autre chose de cette élection-là et qu'on arrivera à débloquer la situation. En attendant, ce qui se passe, c'est que les députés, dans leur majorité, pensent que le pouvoir leur a été transmis, qu'ils sont aujourd'hui détenteurs du pouvoir. Boris Vallaud illustre ce phénomène en disant le pouvoir, c'est nous, c'est plus le pouvoir exécutif, c'est nous. Donc il y a un apprentissage, au fond, du parlementarisme qui est très balbutiant et qui est très chaotique et qui n'est pas satisfaisant parce que une assemblée qui est censée avoir le pouvoir et l'exercer ne l'exerce pas, ne prend pas de décision vraiment et rend plus difficile chaque jour la vie du gouvernement, mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont à apporter. Donc ça, c'est le substrat de la crise politique qui est sous nos pieds et qui peut dégénérer en crise beaucoup plus grave dès lors que, imaginons que le gouvernement actuel, enfin le Premier ministre n'arrive pas à ses fins, que les choses soient un peu brinque-ballantes comme ça pendant encore un mois ou deux, reviendra en surface très fortement l'histoire de la démission possible ou de la destitution du président de la République. Et là, on sera dans une toute autre affaire. Donc on est vraiment sur le fil, de façon très dangereuse, avec une classe politique qui dit qu'elle a hérité du pouvoir, mais qui l'exerce ou qui ne l'exerce pas de façon satisfaisante, en tout cas. Bruno, lorsque vous avez rencontré François Bayrou, donc dimanche pour votre interview,
Qu'est-ce que vous l'avez comment est-ce qu'il vous a d'abord fait quelques confidences et est-ce qu'il se sent d'attaque? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il vous a livré dans le fond non pas sa baguette magique, mais comment il comptait s'y prendre? Si on est transparent avec les téléspectateurs de France 24, objectivement, c'était à 13h le samedi. Il venait d'être nommé, ça faisait quelques heures. C'est un moment, on a interviewé des premiers ministres juste après leur nomination. C'est un moment assez complexe. Il accorde à un journal une première demi-heure, plus un quart d'heure de photos. Il n'y a pas beaucoup de confidences. Il nous a surtout expliqué que ce serait difficile. Enfin, il espérait nommer un gouvernement avant Noël. Et il avait décidé de consacrer sa semaine, ce qu'il fait après l'épisode Mayotte, après la bourde Mayotte, à ces réunions. D'abord recevoir, il nous a expliqué qu'il allait recevoir les groupes individuellement par ordre d'importance, donc commencer par Le Pen, ce qui au passage était quand même... Marine Le Pen a expliqué ensuite qu'elle avait mis 3 mois pour être reçue par Michel Barnier. François Bayrou commence par la recevoir. Il nous a expliqué un peu son calendrier de la semaine, la difficulté d'abord un peu revenir, pas trop, mais sur les conditions de sa nomination. Il a cherché plutôt à calmer le jeu avec le président. Et puis après, on connaît François Bayrou, le centriste, le champion de l'Union nationale. Son rêve, c'est de constituer ce gouvernement avec de la gauche, avec de la droite. Stéphane l'a dit, un tiers de gauche, un tiers de droite, un tiers de centre. Il n'y arrivera probablement pas, parce qu'on imagine mal un tiers de gauche venant dans ce gouvernement, mais François Bayrou, il a toujours fonctionné comme ça, c'est sa raison d'être politique. Alors maintenant, il est pour la première fois en responsabilité, comme disent les gens très sérieux. C'est pas forcément si facile que ça, c'est ce qu'il découvre sans doute cette semaine, puisque... des proches... n'est pas Henri IV qui veut. Ouais, des proches disaient tout à l'heure... C'est difficile, la formation du gouvernement. Et il y a vraiment des difficultés, oui. Oui, donc ce sera peut-être pas... Si. Ce sera quand même dimanche ou lundi. Alors, en plus, ça, il l'a vu tout de suite, c'est qu'il y a un énorme problème de calendrier. Si on fait juste simple, d'abord, cette semaine, le président avait donc ses allers-retours à droite à gauche, ce qui ne facilite pas leur dialogue pour discuter de la formation du gouvernement. Ensuite... Là, il vient d'être ajouté une journée de deuil national lundi. On voit mal l'annonce d'un gouvernement le jour d'une journée de deuil national. Donc, ça ramène plutôt au dimanche. Le mardi, c'est déjà le 24. Autant dire que tout le monde est dans sa dinde. Faire ça le 24. Et ensuite, vous rentrez dans la trêve des confiseurs, peu ou prou, même si l'État poursuit son action. Vous ajoutez à ça que le discours de politique générale ne peut pas avoir lieu avant le 14 janvier, date du retour des parlementaires après de longues vacances. On est un peu chez les fous, mais c'est comme ça. On aurait pu exceptionnellement l'avancer au 6-7 janvier. Non, mais c'est vrai, il y a une situation qui est un peu d'urgence, et c'est surréaliste que les parlementaires, c'est le 14 janvier la reprise. Ok, parfait. Bon, il y a la loi spéciale. Il y a une bulle, mais quand même, qui est la bulle parlementaire et politique, et puis il y a une bulle beaucoup plus large qui est celle du pays. Et c'est une situation totalement absurde. Nous ne l'avions pas connue. C'était le cas de l'Italie il y a 20 ans, mais plus aujourd'hui. Je ne cherche pas à trouver des... Bayrou hérite de cette situation-là avec un calendrier très complexe qui fait que pour poser sa ligne politique, pour poser le programme de son action, c'est pas simple. D'autant plus qu'il a sans doute tardé à faire une télévision pour bien le poser, mais Mayotte... donc les débuts sont très compliqués, mais ça... Même s'il a tendance un peu, on va dire, à se surestimer, à avoir une assez haute idée de lui-même, il sentait bien que ça allait être compliqué. Oui, on se demande pourquoi il s'est roulé par terre, alors. Non, mais parce qu'il se prépare depuis toujours à être président, mais pas du tout à être Premier ministre. Et c'est deux profils totalement différents. Et donc, le décalage qu'il y a entre ses faits et gestes et les attentes, c'est parce que lui, il se vit comme président. Il veut parler comme un président, mais celui qui doit être aux manettes, c'est autre chose. J'ajouterais Jean-Marie qui s'était préparé à gravir l'Himalaya et il a pris un tsunami le lendemain. Pas de chance, mais c'est pas tout à fait la même catastrophe. Bon. Alors, un tsunami pour Nicolas Sarkozy aussi. Donc l'ancien président de la République, qui va devoir porter un bracelet électronique après que la Cour de cassation ait validé sa peine d'1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes
la fameuse affaire Paul Bismuth, un président avec un bracelet électronique, c'est inédit. C'est pas seulement inédit, en fait c'est grave et c'est très perturbant pour la démocratie française parce que c'est vraiment un symbole majeur. Un ancien président de la République qui est contraint de porter un bracelet électronique, donc une peine de prison ferme. C'est vraiment désastreux, je pense, à la fois pour la relation entre les Français et leur politique, pas seulement pour la droite qui est privée de champion depuis le retrait de Nicolas Sarkozy, qui va l'être encore plus encore. Peut-être aussi pour Emmanuel Macron, qui prenait régulièrement les conseils de Nicolas Sarkozy. Mais je pense qu'en symbolique, pour l'image de la fonction, pour la relation des Français avec leurs représentants, c'est assez désastreux. Ouais. Et d'un autre côté, ça montre aussi, peut-être, Stéphane, que les juges peuvent aussi ne pas faire de différence entre les puissants et le simple citoyen, ce qui a souvent été quand même une critique Oui, alors on le dit de l'opinion. Souvent, c'est une réalité, il y a une indépendance totale de la justice, mais beaucoup de gens en doutent, et voilà, donc c'est une décision aussi qui peut... Une décision qui peut remettre les pendules à l'heure. Exactement, et donc il y en a aussi d'autres qui doivent se poser des questions par rapport à leurs propres affaires. Marine Le Pen, bien sûr. Il n'y a pas que Marine Le Pen, il y a Marine Le Pen, évidemment, mais on vient de parler longuement de François Bayrou. Je vous rappelle que le parquet a interjeté appel de la mais il avait été blanchi en première instance, quand même. Oui, mais enfin, l'appel est là, et pour le coup, son affaire n'est pas complètement épuisée. C'est le parquet qui fait appel. Alors que ce qui est très nouveau et très fort dans l'histoire Sarkozy, si vous voulez, c'est que là, c'est une condamnation définitive. Donc l'ancien président de la République n'est plus... il n'y a plus de levier. Il n'y a plus aucun recours et il est condamné définitivement. C'est-à-dire qu'il n'est plus présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. La justice a tranché, il est coupable des faits qui lui sont reprochés. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va appliquer, dans quelles conditions va-t-il appliquer sa peine, etc. Mais on entend beaucoup que c'est... Il a le recours de la Cour... Non, mais alors ça, c'est autre chose, si vous voulez. C'est-à-dire que le recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme... c'est parce que en fait, Nicolas Sarkozy conteste vivement le fait qu'il ait pu être mis sur écoute. Et qu'on ait écouté sa conversation avec son avocat. Et donc, il considère qu'il y a une atteinte manifeste, flagrante et scandaleuse aux droits de la défense. Et ça se plaide auprès de la CDEH. Mais même si la Cour européenne des droits de l'homme lui donnait raison sur ce point, ça ne se fera pas avant des années, primo. Et deux, ça n'aura pas d'effet en fait, sur la décision de la justice française. Ouais. Il peut espérer utiliser ça à terme, d'ici quelques années, comme un levier pour demander ou obtenir la révision de son procès, etc., et faire annuler les pièces. En fait, le but du jeu, c'est de faire annuler les pièces qui ont permis de le condamner. Ce qui est surtout navrant dans cette affaire, c'est que Nicolas Sarkozy, hier, la décision de confirmer les peines qu'il a reçues dans cette affaire-là. Il y a un autre pourvoi dans l'affaire Big Malion. Il y a un procès qui commence sur l'affaire Libye le 6 janvier. Donc c'est vrai que Nicolas Sarkozy se défend en disant qu'il est innocent. Mais c'est quand même... pour l'opinion, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et donc, ça va être difficile. Ça va être de plus en plus difficile pour lui. C'est le début d'un long parcours. On appelle ça le temps des sentences, et je crois qu'il s'engage là-dedans. En tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, si ça renseigne sur l'attitude de la justice politique, mais en fait, c'est le début de ses vrais ennuis judiciaires. Là, il rentre dans une autre. Mais si ça renseigne sur l'attitude générale de la justice vis-à-vis des puissants, vis-à-vis des pouvoirs, etc. Marine Le Pen a du souci à se faire. Non, et puis surtout, Jean-Marie, ce qu'il faut voir, c'est que les politiques, il y a eu une inversion, c'est-à-dire que maintenant, les politiques, quand ils arrivent dans le box des prévenus, ils sont pratiquement condamnés à chaque fois, ils prennent le maximum à chaque fois, et le temps où on pouvait penser que la justice était laxiste avec les élus, les puissants, est un peu derrière nous. C'est vrai, dans l'opinion, il persiste l'idée du contraire, mais à force d'avoir durci les lois, les élus, leur sont appliquées et ils en font l'amer constat. C'est le cas de Marine Le Pen qui avait oublié que ses propres... Alors, c'est un peu compliqué, je crois que ses amis finalement n'avaient pas voté en dernier. Mais enfin, à force de demander de durcir les lois... Voilà. Tout le paradoxe, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de gens qui disent les politiques sont corrompus, regardez, on vit dans un pays qui est dans un état dramatique.
En réalité, moi, je pense que c'est l'inverse. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, ils passent tous au trapèze. Ça devient très difficile de passer entre les gouttes et on n'est pas du tout dans un État ou dans un pays où il y a un système de corruption généralisé à tous les étages. C'est même tout l'inverse. Et en fait, on devrait voir les choses à l'envers. C'est parce qu'il y a des affaires et des condamnations montre bien qu'en fait, personne n'échappe à la justice dans ce pays. Et on n'est pas du tout dans un pays qui est gangréné. Je ne pense pas qu'on vit dans un pays qui est gangréné par la corruption. C'est plutôt l'inverse. Merci à tous. Donc, vous parliez de la trêve des confiseurs. Eh bien, nous allons nous y atteler, tous, autour de cette table. Dans la joie et la bonne humeur, Roselyne. Dans la joie et la bonne humeur. Et en espérant que les choses seront un peu moins accablantes à commenter. Merci à tous. Bonne fête. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite.